En résumé, aujourd'hui, comment prendre en charge l'épilepsie? On a envie de dire que, c'est de faire déjà le bon diagnostic. C'est parfois pas évident quand vous allez voir un médecin, que vous racontez que vous faites des pertes de connaissance, de savoir mais est-ce que c'est vraiment de l'épilepsie et le traitement antiépileptique qu'on vous a prescrit, est-ce qu'il est vraiment justifié ou il ne s'agirait pas d'autre chose. Donc ça, il faut toujours également reprendre de zéro votre histoire et vérifier qu'il s'agit bien ou pas d'une épilepsie. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait cette nécessité d'avancer, de dire ok c'est de l'épilepsie, est-ce que c'est une épilepsie focale ou une épilepsie généralisée? Parce que ça ne sera pas du tout les mêmes conséquences. Ensuite, aujourd'hui il faut s'escrimer à trouver une explication, une cause, se lancer éventuellement dans des examens complémentaires un peu sophistiqués. Et puis, si on trouve une cause curable, entre guillemets, on le fait, sinon on met en route un traitement antiépileptique. Et là encore, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de médicaments possibles. Là, il y a toute une réflexion qui va être faite pour trouver le médicament le plus adapté au type d'épilepsie que vous avez, qui va entraîner le moins d'effets secondaires possible et à la plus petite dose possible. Donc soit les choses sont contrôlées, soit malheureusement, ça ne suffit pas, on augmente les doses du médicament. Et puis si ça ne suffit toujours pas, on peut être amené à changer de médicament. Un point aussi qui est très important, c'est que si vous avez suivi toute cette prise en charge, que le médecin vous prescrit un médicament, il va être très important de bien prendre le traitement. Parce que c'est vrai que ça aussi, ça peut arriver, de se dire « Ok, ça y est, j'ai un traitement, je suis guéri, c'est bon, et puis j'oublie mon traitement ». Donc ça, c'est vrai que c'est majeur de bien prendre son traitement régulièrement, de tout mettre en œuvre pour ne pas l'oublier, parce que c'est aussi catastrophique de voir quelqu'un qui va faire une crise éventuellement convulsive forte, qui va avoir un traumatisme crânien parce qu'il a oublié de prendre son traitement. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus, si vous voulez arrêter vos traitements, en rediscuter avec votre médecin pour savoir dans quelle modalité et sous quelles conditions. Un point aussi majeur, et ça sera un peu développé tout à l'heure, l'épilepsie, ce n'est pas que des médicaments antiépileptiques. Il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées, et notamment des troubles psychologiques, parfois de la dépression, qui peut vraiment altérer la qualité de vie, indépendamment de l'épilepsie. Et ça, nous aussi, en tant que médecins, on va s'efforcer d'aller rechercher en fait, ces comorbidités et les traiter comme il faut. Parce qu'on sait pertinemment que si quelqu'un est déprimé, ne va pas bien, on aura beau mettre des médicaments antiépileptiques, ça ne va pas suffire, et que de contrôler l'ensemble des soucis est le seul moyen d'améliorer les choses. Dernière diapositive pour vous dire qu'on a, en parallèle à cette prise en charge clinique, besoin de continuer à faire de la recherche parce qu'il y a encore plein de choses qui sont mystérieuses sur exactement ce qui se passe au niveau du cerveau pendant les crises d'épilepsie. Donc il y a plein de domaines de recherche fondamentales ou cliniques que j'ai listés un peu rapidement ici, qui vont depuis la problématique de se dire mais est-ce que l'épilepsie c'est vraiment quelque chose d'imprévisible ou est-ce qu'on pourrait détecter des signes avant-coureurs? Ça c'est très difficile et donc est-ce qu'on aurait des moyens d'anticiper la survenue d'une crise ne serait-ce qu'avec une échéance de quelques minutes? Ensuite, les facteurs génétiques. Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on a une prédisposition, même si ce n'est pas une forme familiale d'épilepsie, est-ce qu'on a des prédispositions génétiques par rapport à une agression cérébrale, à développer ou non une épilepsie par la suite? Ensuite, il y a plein d'outils. Donc là, je vous ai mis une magnétoencéphalographie, mais il y a d'autres outils assez sophistiqués qui ont comme objectif de regarder les activités cérébrales sans être agressifs et de voir éventuellement ce qui se passe pendant une crise ou en dehors d'une crise. Ensuite, il y a des recherches un peu plus fondamentales qui peuvent être faites à partir, quand on fait une opération pour guérir une épilepsie partielle, on peut récupérer le tissu épileptique et l'analyser pendant plusieurs heures et voir ce qui se passe au niveau des cellules. Ensuite, il est parfois nécessaire de développer des modèles animaux d'épilepsie. Alors, il y a ceux qui disent que c'est scandaleux de travailler sur des animaux, mais il est clair qu'on a quand même envie d'avoir un modèle animal d'épilepsie qui répond à des critères qui ressemblent à ceux qu'on a chez des patients pour pouvoir y tester des hypothèses, y tester des médicaments avant de faire un retour chez les patients. Moi, j'ai une épilepsie multifocale qui a débuté à 8 ans, peu après le vaccin contre l'hépatite B, sans aucun antécédent dans la famille. J'ai fait 2 électrovidéos parce que j'ai une épilepsie qui est pharmacorésistante.
L'opération n'est pas possible. Et la dernière hypothèse, et en fait là je vous pose la question, c'est j'ai donné mon sang pour une étude génétique et vous avez parlé j'ai vu le chromosome 20 en anneau. Ma question, ça serait, imaginons c'est ce qui m'est arrivé, je serais née avec ce chromosome en anneau et ça se serait déclenché à 8 ans ou pas? Donc ce qui est tout à fait possible, c'est d'avoir un facteur génétique et que l'épilepsie n'apparaisse qu'à 8 ans, même à 20 ans ou 30 ans. D'accord. Donc ça, c'est aussi assez mystérieux, mais globalement, on pense que les causes génétiques vont perturber le fonctionnement, par exemple, d'un canal ionique. Et ce canal, il est composé de plusieurs parties. Quand le cerveau se développe, la petite partie qui est malade peut ne pas être importante pour le fonctionnement du canal, et donc il n'y a pas d'épilepsie. Et puis, il y a un moment donné dans la maturation du cerveau où ce petit canal qui est anormal, il a un rôle important, et donc sa perturbation va entraîner de l'épilepsie. D'accord. Donc, pour résumer, on peut avoir une cause génétique d'épilepsie, mais qui n'apparaît pas nécessairement dès le début de la vie. Ça peut apparaître tardivement. Très bien. Voilà, parfait. J'aurais une deuxième question. Vous avez parlé des épilepsies métaboliques. Est-ce que la maladie cœliaque pourrait donner de l'épilepsie? La maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten. Donc, oui, tout à fait. Donc ça, on sait que c'est possible. Alors, c'est pas 100%, mais on sait que des gens qui ont... Donc, c'est une maladie également inflammatoire, auto-immune, peut, de façon directe ou indirecte, chez certaines personnes, être responsable d'une épilepsie. Et la maladie cœliaque est génétique ou elle peut apparaître n'importe quand? Alors, ça, c'est une bonne question. Il y a peut-être des facteurs de risque génétiques, mais ce n'est pas génétique la plupart du temps. Mais en tout cas, donc on sait s'il y a une maladie cœliaque, on fait un scanner cérébral et il y a des personnes qui peuvent avoir des calcifications, donc des dépôts de calcaire à cause de la maladie cœliaque dans des régions du cerveau. Et ces calcifications peuvent être à l'origine d'épilepsie. Voilà. Mais vous pouvez aussi, après, il ne faut pas tout... Vous pouvez très bien avoir une maladie cœliaque qui est contrôlée et pas d'épilepsie. Bien sûr. Ou alors avoir une épilepsie d'une autre cause. C'est ça aussi, l'épilepsie, ça peut être multifactoriel. Donc il ne faut pas s'accrocher sur une seule cause. Je ne m'accroche pas, je mets une hypothèse. Merci Roxane et Vincent. Pauline, quelques mots sur votre parcours? Alors moi, donc, mon épilepsie est pharmacorésistante. Donc j'ai fait des crises à partir de l'âge de 14 ans. Et ça fait plus de 10 ans que je suis sous traitement. Et au mois de mai dernier, mon neurologue m'a proposé, comme en parlait le professeur Navarro tout à l'heure, de me faire poser un stimulateur du nerf vague. C'est ce que j'ai fait. Donc actuellement, je suis en plein réglage. Donc pour l'instant, je continue à faire des crises, même si elles sont déjà moins violentes et moins fréquentes, et tout en restant sous traitement.